Bonjour. Alors jusqu'ici, les marchés m'ont assez clairement donné tort dans le scénario baissier que j'envisageais à la suite de l'entrée des principales économies en récession, avec des retracements qui ont été très importants, un retracement de la baisse initiale qui ont atteint environ 80% sur le DAX et qui sont de même ordre sur l'indice SP500 et le Nikkei, donc sur les plus grands indices de référence boursiers mondiaux. Alors dans ce cadre, ce qu'il s'agit de voir maintenant, c'est combien de temps l'action des banques centrales pourra être efficace, jusqu'à quand ce marché aussi artificiel, qui est complètement déconnecté des fondamentaux, pourrait durer à l'avenir. Alors déjà, sur la situation économique, la courbe des taux actuelle n'indique pas du tout pour le moment une reprise économique dans les trimestres qui viennent. Vous voyez ici le spread de taux entre le 10 ans et le 3 mois aux États-Unis. On est plutôt dans une situation qui ressemble beaucoup à celle du début 2008 ou à celle des débuts de récession précédents, avec donc un spread de taux qui se retend effectivement, mais qui est très loin des niveaux de 2,5-3% qu'on observe habituellement en sortie de récession. Donc ce qui serait devant nous, selon cette courbe des taux, c'est clairement plutôt une entrée en récession, ou tout du moins une poursuite de la récession qui a commencé avec la crise du Covid. Si on regarde maintenant les choses sur le plus court terme, bon, il est clair qu'on va avoir un second trimestre catastrophique aux États-Unis. Les prévisions de GDP Now sont à moins 48,5% pour le PIB au second trimestre. Alors ça ne veut pas dire que le PIB du second trimestre va baisser de 48,5%, ça c'est en rythme annualisé. Donc il faut diviser par 3 si on veut avoir l'effet sur un an. Mais on aura sans doute une baisse du PIB très importante malgré tout au second trimestre 2020. Cette baisse sera suivie d'un rebond très marqué là aussi, parce que les entreprises, elles ont engrangé des carnets de commandes en fin d'année 2019, début d'année 2020. Elles n'ont pas pu réaliser ces commandes lors des mesures de confinement totaux ou partiels qui ont été adoptés. Du coup, elles vont rattraper ces commandes au troisième trimestre, maintenant qu'elles peuvent reprendre leur activité, et on aura un rebond mécanique important, du coup, qui sera amplifié par les chèques Covid qui sont distribués aux Américains sur les mois de mai et juin. Au-delà de ce gros rebond du troisième trimestre, par contre, à mon avis, on risque un retour à la réalité sérieux, c'est-à-dire qu'on aura des millions de ménages qui vont être mis au chômage, des entreprises en faillite, des difficultés financières et des baisses de pouvoir d'achat généralisées au sein des économies. Et une fois que les entreprises auront vidé leur carnet de commandes qui était présent début d'année, là, on risque d'avoir de nouveau une contraction de l'activité, une rechute, à mon avis, en fin d'année, début d'année 2021. Alors, difficile de vous préciser dès maintenant l'impact de tout cela, mais on peut tout à fait envisager un scénario dans lequel les marchés dopés par les banques centrales continueraient à progresser au troisième trimestre de l'année 2020 en ne jugeant que les bons chiffres économiques qui devraient tomber à ce moment-là avec comme je vous disais, les entreprises qui vont réaliser leur carnet de commandes en retard. À plus long terme, bien sûr, la situation des marchés actuels est complètement absurde. Se trouver quasiment au niveau de la fin d'année 2019 avec des conditions économiques aussi dégradées que les conditions actuelles, en sachant que même quand tout allait bien fin 2019, les marchés étaient extrêmement surévalués aux États-Unis. Bon, ça ne peut, sur le long terme, que mal se terminer. Alors, ce rebond actuel, c'est une sorte d'ovni financier qui n'a jamais été observé dans les précédents cycles de récession des 50 dernières années. Jamais on a eu des retracements de la baisse initiale de 80% ou plus sur les premiers mois de récession. C'est un ovni financier qui a sans doute été provoqué par une décision que je n'attendais pas aussitôt dans la crise. Je la voyais plutôt arriver en fin de crise et là je me suis trompé clairement. C'est la décision des États d'engager des mesures d'hélicoptère-monnaie, c'est-à-dire de distribuer directement de l'argent à la population pour relancer l'économie, c'est-à-dire le People's Quantitative Easing que je voyais se réaliser peut-être dans 2 ans
mais qui a été adopté dès maintenant, par exemple par les mesures de chômage partiel des pays européens et des États-Unis également, et par les chèques Covid qui sont distribués par un certain nombre de pays, dont les États-Unis, donc qui ont proposé un chèque de 1 200 $ pour commencer, qui sera peut-être ou pas renouvelé, à voir. Mais clairement, ces mesures, elles ont un impact beaucoup plus fort en tant que stimulation de l'économie que le quantitative easing classique, qui agit plus en tant qu'outil de baisse des taux d'intérêt, de stimulation du crédit. Là, on stimule directement la consommation de la population en leur donnant de l'argent gratuit. Alors jusqu'où cela peut durer, c'est-à-dire jusqu'où les États pourront distribuer de l'argent gratuit et les banques centrales augmenter la taille de leur bilan dans un environnement à taux zéro dans l'absolu, c'est-à-dire la banque centrale rachète tous les emprunts émis par les États à taux zéro ou presque. Il n'y a quasiment pas de limite physique au niveau de dette que peuvent supporter les États puisqu'ils ne payent pas d'intérêt à ce moment-là sur la dette qu'ils contractent. La seule limite physique qui peut arriver, c'est la disparition du marché. Si la Fed achète toutes les obligations d'entreprise, si elle achète toutes les actions du SP500 à un moment, forcément le marché finira par disparaître. En attendant, vous voyez sur ce tableau, on a donc la taille du bilan des banques centrales par rapport au PIB des pays concernés. La courbe rouge, c'est la Fed aux États-Unis. Donc on était aux alentours de 20% en début de crise. Maintenant, on est plutôt à ce niveau-là, aux alentours de 35%. Les courbes jaunes et bleues, c'est la Banque centrale chinoise et la BCE. Et la courbe verte, ici, au-delà de 100% du PIB, c'est la Banque centrale japonaise. Donc, si on s'en tient à cette courbe, effectivement, on peut se dire que la Fed a encore pas mal de marge devant elle avant de provoquer une réaction significative de panique des marchés. Après, la psychologie des investisseurs est très difficile à prévoir. On est complètement dans l'inconnu en ce moment au niveau de l'action des banques centrales. Mais à voir ce tableau, ce qui se passe au Japon, on peut effectivement se dire qu'il y a encore de la marge. Il y a quand même deux gros problèmes avec l'action des banques centrales. C'est les effets collatéraux de ce qu'elles provoquent. Le premier gros effet collatéral des politiques de quantitative easing, c'est l'accroissement des inégalités dans la population. En gros, ces politiques de quantitative easing créent des bulles d'actifs. Donc, les gens qui ont beaucoup de patrimoine s'enrichissent massivement. Ceux qui n'en ont pas ne profitent pas de cette croissance artificielle parce que leur richesse vient essentiellement des salaires qu'ils touchent. Et il ne faut pas que les salaires montent parce que sinon ça provoque une hausse des taux d'intérêt et ça fait cracher le système. Du coup, il y a toute une grosse part de la population qui est laissée sur le carreau. Alors on a des tas de graphiques là-dessus. Vous voyez ici, cette courbe, la courbe bleue, c'est la croissance du patrimoine des 10% les plus riches. Donc on voit très bien que eux, ils se sont fortement enrichis entre 1989 et 2013. Ça continue encore plus maintenant, évidemment. Alors que sur les 90% les moins riches de la population, vous voyez que la croissance du patrimoine est beaucoup moins perceptible, en rouge. Et pour les 50% les plus pauvres, alors là, il n'y a carrément aucune croissance décelable du patrimoine possédé. Donc plus la Fed fera de quantitative easing de façon importante, plus cette situation va s'aggraver ou va créer des tensions de plus en plus fortes au sein de la population et à la fin, ça risque de finir en explosion sociale. Deuxième facteur limitant, cette fois sur le People's Quantitative Easing, c'est-à-dire la distribution gratuite d'argent à la population. Alors là, il y a des économistes de gauche qui disent ça c'est formidable de donner de l'argent comme ça parce que les ménages les plus pauvres vont dépenser tout ce qu'ils reçoivent en prestations sociales, en argent gratuit, en consommation, alors que les plus riches, au contraire, eux, lorsqu'on leur donne de l'argent en plus, ils vont avoir tendance à épargner, ça stimule beaucoup moins la consommation. Donc c'est quelque chose qui est très bien, qui stimule la croissance.
Le problème, c'est que si vous donnez de l'argent gratuit, donc du People's Quantitative Easing à la population, vous allez décourager une part de plus en plus importante de la population à travailler. Bon, toutes les personnes qui hésitaient entre travailler et ne pas travailler parce qu'elles avaient d'autres moyens de subsistance, même limite à ce moment-là, vont se dire, bah, si je reçois de l'argent en plus, finalement, je vais pouvoir mener une vie agréable, plus agréable sans travailler. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Et plus vous allez donner d'argent gratuit à la population, moins vous aurez de personnes qui seront intéressées par le travail. Alors ça, si vous êtes dans une logique de créer de la croissance artificielle par la distribution d'argent gratuit, forcément, si vous voulez faire de la croissance avec ce moyen-là, il va falloir distribuer de plus en plus d'argent, toujours plus d'argent, pour entretenir une consommation croissante. Et du coup, au bout d'un certain temps, il n'y aura plus personne ou presque dans la société qui travaillera et le pays deviendra entièrement importateur de biens de consommation et de services d'autres pays et évidemment le système va se cracher, la monnaie va se cracher et tout le château de cartes implosera. Là aussi, c'est très difficile de vous dire en combien de temps ça va se produire. Toujours est-il qu'on voit déjà une dérive aux États-Unis depuis les années 2000. Le ratio entre les personnes qui travaillent et la population active décroît de façon significative, notamment chez les hommes. Depuis, vous voyez, le début des années 2000, là, on était à près de 75% de personnes qui travaillent à ce moment-là. Et aujourd'hui, donc avant la crise du Covid, on avait perdu déjà 6 ou 7%, et maintenant on est tombé à 60%. Bien sûr, ça va rebondir, hein, ça c'est clair, mais la tendance de long terme est quand même à la baisse, et avec l'entrée en mesure du People's Quantitative Easing, ça risque de s'accélérer, et on risque donc d'avoir de moins en moins d'actifs aux États-Unis et peut-être dans les pays européens. Le deuxième facteur, gros facteur limitant pour le People's Quantitative Easing et le Quantitative Easing classique, ce sont les dissensions politiques qui peuvent apparaître de plus en plus au fur et à mesure que la fuite en avant s'aggrave. Pour les chèques Covid aux États-Unis, alors il y a déjà un débat politique sur la distribution d'un second chèque Covid. Pour l'instant, les démocrates sont en faveur et poussent cette mesure en avant avec leur Heroes Act, alors que les républicains sont beaucoup plus réticents à l'engager. Donc ça peut déjà limiter ces mesures. Ensuite, au sein de l'Union européenne, il y a des débats encore plus forts, puisque là, on n'est pas sur un pays unique, mais sur une multitude de pays. Et il y a un certain nombre de pays qui cherchent à bloquer les plans de relance parce qu'ils n'ont pas envie d'accroître leur déficit public, leur niveau d'endettement, c'est tout à fait normal. Donc il y a les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, par exemple, dans ce groupe de pays, et ils cherchent à négocier à la baisse, à exercer des pressions à la baisse sur la taille des plans de relance de l'Union européenne, des autres pays de l'Union européenne. Donc, s'il est difficile de dire ce qui va se passer dans les 2-3 ans qui viennent maintenant, ce qui est à peu près certain, c'est qu'à plus long terme, mais pas à des termes infinis, je dirais à une échéance de 5 à 10 ans, les banques centrales vont être bloquées ou vont perdre le contrôle de la situation et les économies européennes, américaines et sans doute japonaises vont prendre un énorme choc parce qu'elles ne pourront plus aller poursuivre leur fuite en avant actuelle. Donc pour des investisseurs de long terme, les solutions qui restent, ça va être plusieurs choses. On a évidemment les valeurs pétrolières que j'ai pas mal citées déjà, parce que le pétrole, lui, dépend uniquement de la demande mondiale, donc il va pas dépendre spécialement de ce qui se passe en Europe, aux États-Unis et au Japon, parce que même s'il y a une baisse d'activité dans ce groupe de pays, ça sera compensé par la croissance du reste du monde. On a ensuite ponctuellement des valeurs des côtés, des small mid caps des côtés qui peuvent toujours apparaître sur les marchés européens ou autres. Là, il faut profiter de l'opportunité quand elle se présente. Bon, c'est quand même plus difficile à trouver dans les contextes de marché de plus en plus surévalués actuels.
Donc, il faudra voir ce qui se passe si des corrections significatives se produisent de nouveau dans les trimestres qui viennent. On a ensuite les mid-caps de croissance qui ont une exposition mondiale. Alors, il y a des marchés niches, j'en ai cité une récemment dans la dernière lettre PEA, qui porte sur le secteur environnemental, qui est très bien exposé en tant que leader mondial de son marché niche et qui reste à des niveaux de valorisation relativement raisonnables, en tout cas beaucoup plus raisonnables que ce qu'on peut trouver sur le Nasdaq ou le SP500 en ce moment. On a, pour ceux qui veulent donner la priorité à la conservation de valeurs de leur patrimoine, ensuite l'or physique et certaines valeurs de rendement, ça, notamment qui sont très prévisibles, des concessions autoroutières par exemple. J'en donne des exemples aussi dans la lettre PEA et le portefeuille rendement. Et enfin, les fonds étrangers qui vont être déconnectés du groupe de pays que je citais précédemment, c'est-à-dire Europe, États-Unis et Japon, qui eux sont quand même très mal engagés sur le long terme. Dans les pays étrangers, il y a deux grandes possibilités que j'ai déjà citées, qui sont de nature très différente. La Russie, c'est un peu l'équivalent d'une small caps décotée. C'est-à-dire que c'est un pays qui est anormalement peu cher par rapport à ce qu'il produit comme flux de richesse et qui a un potentiel de rattrapage très significatif dans les années qui viennent à cause de cela. Mais en potentiel de croissance, disons que sur le très long terme, la Russie, elle sera quand même limitée par sa pyramide des âges qui est clairement vieillissante, qui est un peu du même type que les pyramides européennes ou japonaises. Avec notamment ici, vous voyez une part de population 55, 59, 60, 64 ans, qui va peser sur la croissance sur le long terme, on va dire dans les 10-15 ans qui viennent. Mais vu que le marché russe est extrêmement décoté comparé aux autres places mondiales sur la base de ratios cours-bénéfices, de rendement, de ratio entre capitalisation et capitaux propres des actions cotées en Russie, il y a malgré tout un gros potentiel de rattrapage sur les 5 ans qui viennent, à mon avis. Le deuxième pays qui, lui, au contraire, va ressembler beaucoup plus à un profil de valeur de croissance pure, c'est le Vietnam. Alors, il est nettement plus cher que la Russie en tant que ratio cours-bénéfice ou autre. Mais par contre, c'est un des pays émergents, peut-être le pays émergent qui a la meilleure pyramide des âges du monde. Il a un profil très équilibré en fait entre une transition démographique avec assez peu d'enfants, donc ça évite de peser sur la consommation des familles et sur le budget des États pour notamment les frais de scolarité et d'études par exemple. Et en même temps, c'est un pays qui a encore très peu de population âgée, donc là aussi, ça ne va pas peser sur le budget de l'État. Et surtout, la grosse majorité de la pyramide des âges, vous voyez, elle est située entre 25 ans et 50 ans au Vietnam, et c'est l'âge où les ménages vont travailler le plus, consommer le plus, investir le plus, donc stimuler au maximum la croissance du pays. Donc clairement, sur les 10-15 ans qui viennent, le Vietnam est pour moi le pays émergent qui a le plus gros potentiel actuellement dans le monde, en sachant qu'en plus, pour le moment, il est en mesure de tirer profit de conflits qui pourraient exister entre le monde occidental et la Chine. Ce pays pourrait devenir en quelque sorte une petite Chine de remplacement en cas de problème. Voilà pour ce point de long terme sur les perspectives offertes par la situation actuelle de l'économie mondiale.